Hey bonjour! Aujourd'hui on va parler de tropes d'un de mes genres préférés, la fantasy. Salut, c'est Simo et bienvenue sur ma chaîne. On parle de conseils d'écriture, de méthodes d'écriture, de trucs qui nous motivent, de trucs qui nous font arrêter d'être un gros feignant, de plein de choses comme ça, donc j'espère que ça va te plaire. Aujourd'hui on parle de tropes de fiction. C'est un genre de fantasy et moi c'est mon genre préféré, la fantasy. C'est le genre que je kiffe en bouquin, en série, en cinéma, en jeu vidéo, sur à peu près tous les supports multimédia. C'est le genre que je kiffe. Donc je commence par ça. Après je vais en parler de plein d'autres, mais je commence par celui-là. Mais avant qu'on aille plus loin, c'est quoi un trope? Un trope, c'est, pour vraiment pas faire compliqué, sinon on rentre dans des terminologies grecques, etc. On n'a pas envie de faire ça, ni toi ni moi. Eh ben c'est une figure de style littéraire qui permet de véhiculer un message. C'est souvent confondu avec les clichés, mais c'est vraiment pas la même chose, parce qu'un cliché, c'est une idée stéréotypée. Un trope, c'est une façon, un genre de méthodologie, recette à appliquer pour raconter tel ou tel scénario. Donc c'est pas la même chose. Mais les deux se touchent quand même, et si ça t'intéresse, tu pourras me le dire dans les commentaires, on pourra faire une vidéo dessus parce que c'est vraiment gris foncé noir l'histoire. Donc c'est vraiment, ça se touche quoi. Et pour que ce soit plus marrant en tout cas, aujourd'hui je vais parler des 10 pires tropes possibles, en tout cas que je vois et que je peux plus voir dans les bouquins de fiction. Attention, je critique pas l'écrivain ou l'écriture, je parle du trope en tant que tel. Il y a des tropes que je peux plus voir, que ce soit au cinéma, en série, qui ont été sués, utilisés de nouveau, encore. Vraiment, ne plus les voir, mais c'est possible alors. Mais j'ai le droit d'en parler ici parce que je suis chez moi. Et en plus, je suis sûr que ça va te plaire. Le premier trope qui me dérange et que je peux plus voir, mais ça fait pas longtemps que j'ai un problème avec ça, c'est en commençant à lire de plus en plus depuis quelques années, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec ce trope. Je savais même pas que j'avais un problème avec ça. C'est les métaphores et les symbologies un petit peu hasardeuses. Du genre, dans Harry Potter, il s'avère que Harry, c'est le dernier Horcrux. C'est en fait la solution finale, si on veut, tu vois. Euh, Moi, quand je vois ça maintenant, je suis pas content, parce que je me dis, ah ouais, c'est toi la clé. Pourquoi est-ce que du coup, on l'a pas su plus tôt? Parce que ton personnage est pas travaillé, parce qu'il sait pas, parce qu'il a dû traverser des épreuves, etc. Je trouve ça très friable. Ça peut marcher en fait, ça peut marcher, mais je trouve que c'est vite limité et limitant dans l'évolution de ton personnage. Donc je trouve que ça... On embarque ton personnage dans une quête, il lui arrive plein de galères, plein d'histoires, et en fait il s'avère qu'il arrive devant un vieux sage. Bon, dans Game of Thrones ça marche pas, parce que Bran, on le sait depuis le début qu'il est chelou. Mais bon, Bran du coup il devient le corneille des trois yeux, alors qu'il lui il pense juste y aller pour faire du woofing. Mais du coup, on lui dit c'est toi la prochaine Corneille, et du coup, tu dois apprendre machin et tout. Donc bon, et en plus de ça, c'est. Je vais peut-être pas spoil ça. Je vais pas le dire ça. Mais ceux qui savent, ils savent. Un autre trope qui me dérange, c'est l'infodumping dans la création et l'insertion du lecteur dans ton univers. Il y a Margot Auteur qui a fait une vidéo sur la création d'un univers, je te mets le lien en description. C'est une excellente approche à savoir comment en créer un, et du coup de savoir quoi dire, parce que tout n'est pas bon à dire. Par exemple, si on fait une description de chaque rituel, chaque pratique, chaque coutume de la société qu'on va décrire, en fait, il y a des chances, et si ça n'a pas de rapport avec ton histoire, il y a des chances que le lecteur déjà s'en souvienne pas, qu'il s'en foute, et de trois, et ça c'est le pire, que ça ralentisse le rythme de la lecture, et que du coup ça le sorte de son immersion. Et c'est vraiment le contraire qu'on veut. Donc c'est complètement contre-productif. C'est bien, ça veut dire que tu as bien créé ton univers, mais ton lecteur ne doit pas tout savoir, c'est toi qui dois tout savoir. Tu dois comprendre tout ce que les gens font en temps normal, pour pouvoir montrer et décrire leurs réactions si c'est pas normal. Donc on va partir en live ça. Et si c'est normal, de comprendre leur réaction. Donc en fait, ça c'est toi qui dois le savoir. Et tu ne dois expliquer que les aspects importants ou à la rigueur que tu trouves pertinents dans ton histoire ou qui l'édulcorent un petit peu. Mais vraiment, la description du composant de chaque maison, de la fibre, des textiles, des vêtements des gens, etc. Je pense que tout le monde s'en fout ça. Encore une fois, à part si ça a un lien et un intérêt dans ton histoire. Le deuxième trope qui me dérange beaucoup, que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, c'est le héros solitaire, grincheux, qui s'assoit tapis dans l'ombre. Là, globalement, c'est un mec, souvent la quarantaine, cinquantaine, peut-être trentaine, qui a eu un passé douloureux, il a perdu des gens dans sa vie, une femme qu'il aimait, il a perdu des enfants, la femme l'a quitté, plein de choses comme ça, qui font que
il est complètement indisponible émotionnellement, qu'il est grincheux, qu'il aime pas la vie, que du coup il laisse personne rentrer dans la sienne, il est complètement hermétique à toutes les interactions sociales positives, parce que bon, il peut parler, il peut défoncer la gueule de mecs ou de meufs sans problème. Par contre, est-ce qu'il s'agit de kiffer des gens ou de leur ouvrir sa personnalité ou son cœur, et bah du coup, ça il sait pas faire. Il ne veut plus faire, il a peur de souffrir de nouveau. Bah ça vraiment, ça me fatigue. Donc ça me dérange. Je n'ai pas de problème avec cette personnalité de personnage. Ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que ce soit le personnage principal. Si c'est un personnage secondaire, bah en fait, oui, il y a des gens qui ont un passé dark, il y a des gens qui ont vécu des drames, il y a des gens qui ont des blessures émotionnelles qui ne sont pas colmatées et qui du coup ont des conséquences et des séquelles psychologiques. Encore aujourd'hui, et c'est vraiment dur de respirer. Mais du coup, si c'est le personnage principal, bah c'est un peu chiant en fait. Je pense là à la BD, il y a un film aussi, Constantine. C'est ça le personnage principal. C'est un mec qui a eu des galères dans sa vie et du coup il est réticent à s'ouvrir à d'autres personnes, il est réticent à laisser d'autres personnes entrer dans sa vie. Les seules personnes dont il est proche, c'est des gens qu'il a connus avant, dans sa vie d'avant, avant que les drames lui arrivent. Et du coup c'est les seuls dont il est proche et du coup il est gentil avec eux et les autres il leur parle pas, c'est un vieux connard et tout. En fait, je comprends l'évolution du personnage, s'il rencontre quelqu'un, globalement ça va être une meuf qui va lui faire reprendre goût à la vie et à tous ses plaisirs. Mais moi j'aime pas que ce soit le personnage principal. C'est bon, en fait, on a vu ça les gars. Faites une pause, une dizaine, quinzaine d'années, et on reprendra ça dans 10 piges. Mais là, vraiment, il faut arrêter ça. Un autre trope qui me perturbe un petit peu, c'est les incohérences historiques. Donc je dis pas qu'il faut être historien avant d'écrire un bouquin qui se passe dans l'histoire, enfin, dans une période historique plus ancienne, mais globalement, il faut quand même avoir lu au moins une petite page Wikipédia quoi, pour savoir les bases. Il y a parfois des grosses incohérences où je pense là au remake Netflix de plusieurs séries, de plusieurs jeux vidéo, etc. Quand ils modifient l'ethnie d'un personnage. S'il est black, il va devenir blanc. S'il est blonde, c'est pas une ethnie, mais des blondes vont devenir rousses, etc. Et en fait, les caucasiens vont devenir asiatiques. En fait, tout ça dans l'intérêt d'une mixité sociale sans tenir compte d'une réalité historique. S'il n'y a pas de blanc dans ta période historique et dans la zone géographique dans laquelle tu écris, bah il n'y a pas de blanc. S'il n'y a pas de Renois, bah il n'y a pas de Renois. S'il n'y a pas de Rebeu, il n'y a pas de Rebeu. S'il n'y a pas d'Asiatique, il n'y a pas d'Asiatique. En fait, il faut vraiment tenir compte de la réalité historique parce que c'est vraiment ce qui va donner de la crédibilité à ton bouquin. Et si tu écris un bouquin qui se passe en Irlande du Nord et la moitié de tes personnages sont des Renois, a priori, c'est pas possible. Si on a un, bah, c'est très possible parce que bon, si c'est à l'époque médiévale, bah, du coup, il y avait des commerces, il y avait des échanges commerciaux, du coup, mais aussi épistolaires et du coup physiques et de scientifiques, de chercheurs, de philosophes qui se baladaient de pays en pays, surtout de dignes héritiers qui avaient de la thune à pas savoir quoi en faire et qui faisaient en gros des Airbnb médiévaux. Mais ça, c'est cool pour eux. Mais ça existait, donc en fait, c'est très. Il y avait en Italie, pendant la Renaissance, plein de dignitaires d'origine subsaharienne qui venaient y passer des années et des années. Donc en fait, on peut se balader à Venise au XVIe siècle et tomber sur un Renoir avec un gros chèche sur la tête. C'est possible, mais du coup, c'est cohérent et il faut que ce soit dans ta période historique. Un autre problème que j'ai avec les tropes, c'est les problèmes avec les parents, que ce soit la mère ou le père. Donc des beaux... Là du coup on est dans le trope, mais on flirte avec le cliché. C'est la mère qui a abandonné l'enfant parce qu'elle n'avait pas de quoi manger. Le père qui a battu son enfant parce que... il travaillait pas assez dans le champ et que du coup il trouvait que c'était un bon à rien et en fait il s'avère que cet enfant en grandissant ça va devenir le plus grand sorcier du royaume. Bah, c'est pas... Tout le monde n'est pas obligé d'avoir des problèmes avec ses parents, ça se trouve il peut avoir une enfance heureuse, hein. C'est pas parce qu'on a une enfance heureuse qu'on va devenir un personnage de merde. Vraiment, ça n'a aucun rapport. On peut avoir une enfance heureuse et devenir le héros de ton histoire. C'est pas obligatoire d'avoir des problèmes avec ses parents, de les avoir vus mourir devant ses yeux, dans l'un des cas, quand t'es vraiment chelou en tant qu'écrivain, de les avoir tués soi-même parce que X, parce que Y. C'est vraiment pas obligé. Il y a des personnages très très cool, principaux ou secondaires, qui ont une enfance très heureuse et qui grandissent en étant des personnages très intéressants. Alors, un autre aspect que je trouve vraiment problématique, c'est la réappropriation. Attention, je vais devoir reformuler ça pour pas qu'on m'incendie dans les commentaires. Je n'ai pas de problème avec la réappropriation d'éléments, de personnages et de créatures fantastiques. Pas de problème, on a tous une imagination et les mythologies, légendes, tout le bordel, ça sert d'inspiration pour alimenter tout ça. Ok,
J'ai dit mon disclaimer, maintenant je peux dire ce que je pense. Ce que je pense, c'est que moi j'aime pas la transformation systématique de créatures fantastiques en grosse bestiole sexy, quoi. Ça me dérange, qu'elle soit féminine ou masculine. La sirène qui va être hyper féminisée, avec des énormes seins, une taille de guêpe et des cheveux qui flottent dans l'eau. Vraiment, je ne trouve pas que ce soit nécessaire. Les sirènes sont endiableuses, ensorceleuses, grâce à leur voix. C'est la voix, en fait, qui attire les marins et les guide vers leur trépas. Mais c'est pas leur corps. Jamais de... Enfin, si, du coup, c'est romancé. Mais c'est la voix, en fait, le point commun entre toutes les différentes légendes et les histoires qui parlent de sirènes, c'est la voix ensorcelante et hypnotisante des sirènes. C'est pas leur corps. Leur corps est parfois décrit comme une merveille, mais c'est la voix, le point commun entre toutes. Pourquoi est-ce que du coup on se retrouve avec des sirènes qui ont des proportions de rêve? Je me demande, surtout quand on a un corps qui ressemble à un saumon. Ça marche aussi pour les hommes. Pourquoi est-ce que les vampires, qui pendant des siècles ont été représentés comme des créatures maléfiques, diaboliques, qui font vraiment peur, par exemple Nosferatu, c'est pas un beau gosse, hein? C'est vraiment pas un beau gosse. Du coup, on passe de Nosferatu à ça. C'est pas la même chose. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils sont censés être beaux gosses avec des super belles tablettes de chocolat sur le ventre? Bah, je vois pas le rapport. Et du coup, alors qu'est-ce que ça apporte de plus à l'histoire à part créer une romance? Peut-être que c'est bien pour de la romance, mais si c'est pas une romance, ça a vraiment un intérêt très limité, je trouve. Avant de continuer, j'aimerais prendre une petite seconde juste pour te remercier, parce que vraiment, je reçois énormément de messages de soutien, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Vraiment, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir, et ça, déjà, je me rends compte qu'a priori, vous aimez bien mon contenu, et que du coup, je suis sur une bonne voie. Et en plus de ça, cette semaine, on a passé les 400 abonnés. 400 abonnés. Du coup, vraiment, merci énormément, parce que vraiment, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Donc, un énorme merci, c'est vraiment mortel. À toutes les personnes qui m'envoient des messages, même ceux qui ne m'envoient pas de messages, vraiment énormément merci. Je reçois énormément de soutien, et c'est super encourageant pour la suite. Merci beaucoup, merci. J'en profite donc pour te dire, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la notification, la petite cloche, pour recevoir les alertes quand je poste de nouvelles vidéos. Comme ça, tu es sûr de ne pas en louper. Donc voilà. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et un autre trope qui me pose un léger problème, c'est... Là, c'est vraiment juste pour chipoter. C'est les yeux de couleur chelou. Tout le monde a les yeux, tous les personnages ont les yeux violets, verts, bleu saphir, d'un gris comme le brouillard de Londres le matin, des trucs comme ça. Moi j'ai les yeux marrons, comme, j'ai pas de pourcentage, mais beaucoup de pourcents de la planète. Si c'est créer des yeux d'une couleur particulière pour que ton lecteur puisse identifier, bah en fait la meilleure couleur c'est marron. Y a pas à chier, c'est le marron. Et si tu crées une couleur d'yeux très particulière pour que ton personnage soit distinct et se différencie d'autres personnages, c'est que vraiment, il manque de relief ton personnage et qu'il n'a pas besoin d'une couleur d'yeux particulière pour ressortir. Il faut que ce soit la façon dont tu travailles qui le fasse ressortir, pas la couleur de ses yeux. Il y a des personnages pour lesquels c'est important, je pense par exemple à The Witcher, et auquel cas, bah ouais, il a les yeux jaunes pour une raison particulière. Mais c'est vraiment pas le seul, donc voilà, donc faut pas cracher sur les yeux marrons. Un autre aspect qui me dérange dans les tropes, c'est le ta gueule, c'est magique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sort de son chapeau d'écrivain, et j'ai l'impression que c'est un petit peu une fainéantise de la part de l'écrivain. Et quand il est bloqué dans son histoire, ou dans son scénario, ou dans son trame, ou dans ce que tu veux, de régler les problèmes par magie. Alors bon, en soi ça peut avoir un intérêt, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours le plus efficace. Je pense par exemple au Seigneur des Anneaux, il y a une superbe chaîne que je vais te mettre en lien, ça s'appelle How It Should Have Ended. Et du coup, c'est comment ça aurait dû finir. C'est en illustration, du coup, de plusieurs films très populaires, de différentes façons dont ils auraient pu finir, en gros en simplifiant le scénario, en évitant du coup toutes les intrigues pas nécessaires, quoi. Et il y a notamment le Seigneur des Anneaux. Et donc en fait, ça dure 1 minute, parce que du coup, les hobbits quittent la comté, ils arrivent à Foncombe, Fendeval, pour la nouvelle version, et du coup, Gandalf part avec les aigles à la montagne du destin. Il descend, il dépose Frodon, Hubert, et Frodon va jeter l'anneau dans la lave.
Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien de tout ça, parce que du coup, ça prend une journée, cette histoire. Les aigles les emmènent, ils bombardent, arrivés là-bas, et ils règlent le problème. Donc ça évite toutes les péripéties annexes. Et en fait, la question se pose vraiment, en fait, pourquoi est-ce que Gandalf n'a pas fait ça? Alors, donc, toutes les théories de geeks vont t'expliquer pourquoi. Je vais vraiment t'épargner ça. C'est une explication un peu bancale, c'est-à-dire qu'on aurait pu le faire. Pourquoi on le fait pas? Et du coup, il n'y a pas d'explication dans le film. C'est vraiment de la magie intégrée, un genre de Deus Ex Machina qui apparaît et qui règle le problème. Et ça, je trouve que c'est vraiment faiblard dans une histoire. Et en plus de ça, ça fait à ton lecteur se poser plein de questions sur l'intérêt du coup de l'histoire, si on pouvait faire ça depuis le début. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la notification pour recevoir les alertes pour toutes les vidéos. Donc ça, c'est cool. Et j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end. Bonne lecture, bonne écriture. Salut!